un État armé nucléaire au bord de l'effondrement. C'est un vrai cauchemar, mais cela devient lentement la réalité éveillée du Pakistan. Son économie dépendante des importations a épuisé ses réserves de devises étrangères, provoquant des pénuries de nourriture et d'énergie, et les difficultés économiques qui en résultent alimentent la polarisation politique, la radicalisation et l'extrémisme. De tels développements seraient troublants n'importe où. Mais pour le Pakistan, doté d'armes nucléaires, l'instabilité intérieure se répercute sur les conflits frontaliers plus larges avec l'Inde et l'Afghanistan, qui pourraient en chercher à faire avancer leurs revendications territoriales. Et l'escalade qui en résulte pourrait déstabiliser l'Asie du Sud, entraînant potentiellement le monde avec elle. S'ajoute à cela une crise de la dette imminente. Islamabad est endetté auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Chine et d'autres. Pendant ce temps, l'armée observe attentivement les événements, beaucoup craignant un autre coup d'État. La société pakistanaise a donc besoin de têtes plus sereines et d'une politique agile pour s'en sortir. Parce que si l'économie est une arme, créer l'argent d'une nation, c'est contrôler son destin. En 1835, l'Empire britannique a établi une monnaie uniforme pour l'Inde coloniale, cherchant à récolter les bénéfices de la seigneurie et à contrôler les moyens de payer les taxes et surtout les dettes. Peu de choses ont changé depuis. Le Pakistan est devenu indépendant en 1947, mais le destin de ses 230 millions de citoyens dépend de la devise étrangère pour importer des produits essentiels, comme la nourriture, l'énergie et les engrais. Cependant, pendant des années, plus de devises étrangères ont quitté le Pakistan qu'elles n'y sont entrées, poussant Islamabad à maintenir des déficits budgétaires et courants persistants. Et en 2022, les circonstances ont pris un tournant pour le pire. Alors que la Russie envahissait l'Ukraine, les prix mondiaux des matières premières ont grimpé, mettant la pression sur les réserves de devises du Pakistan. Peu de temps après, des inondations massives le long de l'Indus ont submergé un tiers du pays, dévastant à la fois les fermes de subsistance et les cultures d'exportation. Le double coût qui en a résulté a augmenté la dépendance du Pakistan à l'égard des importations, tout en le privant de revenus d'exportation et en alourdissant l'État d'une facture de réparation supplémentaire de 15 milliards de dollars, ce qui représente environ 4% du produit intérieur brut. En janvier 2023, les réserves de devises n'étaient suffisantes que pour quelques semaines d'importation. Islamabad a réagi en imposant des coupures d'électricité, en augmentant les tarifs sur les importations insuffisantes en énergie, et en laissant les cargaisons de nourriture et de matières premières dans le port. Si cette répression a stoppé la sortie des paiements, elle a entraîné des réductions de production et un déclin industriel. L'industrie textile, qui représente 1/10 du produit intérieur brut du Pakistan et 2/5 de l'emploi, a licencié 7 millions de travailleurs. Pendant ce temps, les usines ont vu les factures de gaz augmenter les coûts de production, rendant les produits locaux non compétitifs sur les marchés mondiaux. La privation économique a exacerbé les tensions politiques au sein du Pakistan et avec ses créanciers. Le programme actuel du Fonds monétaire international à Islamabad a commencé en 2019 sous la primature d'Imran Khan. En tant que joueur de cricket, Khan n'était pas étranger à la rotation, mais même lui ne pouvait pas concilier ses références populistes avec les exigences d'austérité du Fonds monétaire international. Khan a finalement été évincé du pouvoir lors d'un vote de défiance, mais pas avant d'avoir jeté de la boue sur ses adversaires politiques et de l'essence sur le brasier politique du Pakistan. Désormais, la crise qui en résulte pourrait contraindre le Pakistan à passer à un taux de change déterminé par le marché et à mettre fin aux subventions énergétiques, ce qui augmenterait l'inflation, réduirait la consommation et provoquerait une récession. Mais de telles mesures pourraient seulement radicaliser une société où le coût de la vie commence à l'emporter sur les avantages, et avec peu de voix démocratiques disponibles, la militance est en hausse. Les attaques extrémistes ont augmenté de 27% en 2022, culminant avec l'une des attaques les plus meurtrières jamais perpétrées dans le pays à la mosquée de Peshawar en janvier 2022. De plus, le djihadisme au Pakistan est inextricablement lié aux conflits territoriaux.
Les talibans pakistanais et afghans rejettent de facto la validité de la ligne Durand, une frontière de l'époque coloniale britannique qui bisecte les territoires pachtoun. Pourtant, en tant que bouclier juridictionnel, la frontière permet des incursions militantes sur le territoire pakistanais, et si le pays s'effondre de l'intérieur, les talibans chercheront à exploiter le sentiment nationaliste parmi les 40 millions de Pashtuns ethniques du Pakistan, principalement situés à Khyber Pakhtunkhwa, pour pousser à la reconnaissance diplomatique ou à une autonomie pashtoune accrue. De tels événements pourraient se propager à la province voisine du Baloutchistan, qui est aux prises avec une militance séparatiste depuis 1948. Les groupes séparatistes locaux affirment que la province est négligée et sous-développée, et compte tenu de ses importantes réserves d'hydrocarbures et d'or, un gouvernement central affaibli pourrait gonfler les rangs des forces séparatistes souhaitant se séparer du Pakistan. Si les territoires Pashtuns et Baloutches se rebellaient, il ne resterait pas grand-chose du Pakistan. Mais la plus grande menace pour la stabilité de l'Asie du Sud serait le statut de l'arsenal nucléaire du Pakistan. En 2021, on estimait qu'Islamabad disposait de 165 têtes nucléaires pour des réacteurs de production de plutonium et une infrastructure d'enrichissement d'uranium élargie, ainsi que de nouveaux systèmes de livraison en développement. Dans un scénario de collapse, des acteurs non étatiques, des agences voyous, des factions ou des individus auraient une ample marge de manœuvre pour dérober des actifs nucléaires. Pire encore, ils pourraient être vendus si les armes ou la technologie nucléaire pakistanaise tombaient entre des mains sans scrupules. Et, compte tenu de la probable augmentation du militantisme séparatiste et djihadiste, il n'y aurait pas de pénurie d'acheteurs potentiels. Ainsi, l'effondrement du Pakistan entraînerait une prolifération des armes nucléaires à travers le monde. Tout aussi préoccupante serait une confrontation entre l'Inde et le Pakistan, le point de tension le plus probable étant le Cachemire. Bien que la destruction mutuelle assurée dissuade théoriquement les États nucléaires d'entrer en conflit direct, au Cachemire, cette théorie a été testée empiriquement. En 1999, les deux États ont mené une guerre pour le district de Kargil et à ce jour, les deux parties surveillent attentivement l'équilibre régional des pouvoirs. Si le Pakistan perd sa capacité militaire à cause d'une crise intérieure, l'Inde pourrait être tentée de faire avancer ses intérêts au-delà de la ligne de contrôle. Pourtant, les communications nucléaires entre les deux États sont médiocres. Il n'y a pas de téléphone rouge. Cela augmente la possibilité de malentendus et de miscalculs et augmenterait le risque de confrontation nucléaire, surtout si New Delhi ne peut pas déterminer quels organes politiques pakistanais ont l'autorité pour négocier, ou si Islamabad ne peut pas comptabiliser de manière fiable tous ses actifs nucléaires. Dans ce cas, le conflit potentiel pourrait avoir des conséquences mondiales. La crise du Pakistan est donc le problème du monde, et pour empêcher une spirale de radicalisation et d'instabilité, il faut d'abord résoudre la crise économique. La réduction des dépenses militaires, la poursuite de la diversification économique et la réduction de la dépendance à l'importation aideront, mais le problème fondamental est la dette extérieure. L'importance géopolitique du Pakistan pendant la guerre froide et le conflit afghan lui a permis d'accéder à des prêts et des plans de sauvetage quasi illimités du Fonds monétaire international et d'autres institutions occidentales. Pourtant, les sommes impliquées dépassaient la capacité de remboursement du Pakistan et surtout, elles étaient libellées en devises étrangères. Ce fait a des implications de grande portée pour la vie économique du Pakistan. Le pays peut éviter le défaut à court terme, à long terme. Son stock croissant de dette externe de 130 milliards de dollars est insoutenable. Le service des obligations libellées en dollars du Pakistan est de 26 milliards de dollars pour 2023, ce qui épuise les devises étrangères nécessaires aux importations essentielles. Les exigences sévères d'austérité peuvent également s'avérer contre-productives si elles poussent la politique pakistanaise plus loin dans la crise. Ainsi, la seule solution viable est que les créanciers acceptent des pertes, restructurent la dette résiduelle, reportent les paiements d'intérêts immédiats et assurent de nouveaux flux de capitaux. Sinon, les chaussures de béton de la dette extérieure entraîneront le Pakistan vers le bas
éliminant toute chance de récupération. Pourtant, les négociations de restructuration de la dette ne sont pas sans subterfuge, surtout que la structure de la dette extérieure du Pakistan a des implications géopolitiques. Depuis 2014, la proportion due aux créanciers privés, y compris les banques commerciales et les détenteurs d'obligations, a augmenté de 19 à 30%. Ces entités se soucient peu des affaires étrangères, et encore moins du Pakistan, et elles vont probablement frustrer tout effort de résolution de la dette qui ne les rembourse pas intégralement. Pendant ce temps, les créanciers multilatéraux dominés par l'Occident, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, mais aussi la Banque asiatique de développement, détiennent environ un tiers de la dette extérieure du Pakistan. Ils soutiennent qu'une dépréciation nuirait à leur code de crédit et donc à leur capacité à remplir leurs fonctions. Cela laisse la Chine tenir le sac. Pékin est le plus grand créancier bilatéral d'Islamabad, détenant 1/5 de sa dette extérieure. C'est aussi le meilleur espoir du Pakistan pour l'annulation de la dette, puisque le Pakistan pourrait négocier une réduction 1 à 1. Il y a aussi une différence qualitative, puisque la dette chinoise concerne des projets d'infrastructures tangibles, comme le corridor économique Chine-Pakistan, qui relie le Xinjiang au port de Gwadar à travers le Pakistan, réduisant la dépendance commerciale sur le détroit de Malacca. Ayant investi 65 milliards de dollars dans de tels projets, un Pakistan stable est crucial pour les intérêts chinois. Et compte tenu de l'augmentation des attaques visant les ressortissants chinois et de la menace d'un débordement du djihadisme au Xinjiang, Pékin est peu susceptible de forcer Islamabad à rembourser ses prêts. Le faire nuirait à la position chinoise sur le grand échiquier géopolitique. Pourtant, la Chine n'est pas devenue une grande puissance en faisant des concessions unilatérales, donc certaines compromissions parallèles de la part des créanciers occidentaux, même si elles sont symboliques, peuvent être nécessaires pour huiler les rouages de l'effacement de la dette. En fin de compte, la crise du Pakistan pourrait rapidement devenir le problème de tout le monde si elle venait à dégénérer. Le pays est au bord de l'effondrement économique et politique, et bien que l'arsenal nucléaire du Pakistan le rende trop important pour échouer, sa dette extérieure est trop lourde pour qu'il puisse réussir. Pour l'instant, les créanciers ont le dessus, mais bientôt même eux pourraient envisager une remise de dette, non pas comme un acte de charité, mais comme une concession au réalisme. Il s'avère que la dette qui ne peut être remboursée ne sera pas remboursée. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Rechercher cette vidéo et passer à travers des piles de données a été un peu délicat. Nous vivons dans un monde axé sur les données et avoir les compétences pour analyser de grandes sommes de données est plus important maintenant que par le passé. Les mathématiques et la science sont les principaux outils qui nous aident à comprendre notre réalité axée sur l'information. Mais les mathématiques et la science ne viennent pas si facilement. Parfois, j'ai aussi du mal avec ça, mais ensuite, j'ai suivi un cours d'introduction sur les fondamentaux de l'analyse de données par Brilliant.org. Il m'a fait passer par les bases que je connaissais, à tester ma compréhension en cours de route et à expliquer en détail les bonnes réponses chaque fois que je me trompais. Ce qui est bien, c'est que les cours sont conçus pour augmenter progressivement votre base de connaissances. C'est l'approche optimale pour apprendre les maths et les sciences de façon interactive. Et vous pouvez suivre le cours que j'ai fait sur les fondamentaux de l'analyse de données, ou l'un des milliers d'autres leçons allant des mathématiques fondamentales et avancées à l'IA, la science des données, les réseaux neuronaux, et plus encore, avec de nouvelles leçons ajoutées chaque mois. Et le meilleur de tout, vous pouvez essayer tout ce que Brilliant.org a à offrir totalement gratuitement pendant une période complète de 30 jours en visitant brilliant.org/CaspianReport ou simplement en cliquant sur le lien dans la description. Les 200 premières personnes utilisant notre lien bénéficieront de 20% de réduction sur l'abonnement premium annuel de Brilliant. C'est une assez bonne affaire, et l'investissement dans le savoir rapporte le meilleur intérêt. Et comme d'habitude, merci de regarder et sarang.